Allez, vas-y Gilles, présente-toi. Donc le talk d'aujourd'hui, c'est domaine model stream et tu fais pas dans l'ordre. Allez, voilà, donc c'est Gilles, architecte chez les Furets. Chez les Furets depuis la création du site. Et moi, tech lead depuis à peu près 1 an et demi sur les tunnels de conversion des Furets. On est tous les deux des vieux javaïstes. Ça se voit d'ailleurs. Alors avec les Furets, du coup, pour passer vite, c'est le slide un peu corporate. On est environ 25 développeurs, enfin 25 dans l'IT avec 2 DevOps et 3 architectes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on met en prod 1 fois par jour. Et on a une code base qui a à peu près 7, même 8 ans d'histoire, et donc qui a besoin de subir quelques évolutions fréquentes pour améliorer sa qualité de code. D'autant plus que nous avons à peu près 3 millions de codes, de mise de tarification, de pages de comparaison en fait par année, et on obtient à peu près 40% du marché de la comparaison d'assurance. Et donc, pour ça, il faut pouvoir maintenir l'architecture de notre site. On a commencé avec ça au début. Voilà, c'est quelque chose qui fitait un peu aussi sûrement l'histoire de plusieurs sociétés qui sont aujourd'hui représentées. Donc une code base qui a 7 ans, 8 ans même. Et donc une base MySQL qu'on a déjà trouvé dans une autre présentation avec une persistance en entité relation et puis un front web. On a toujours été single page application. On aurait pu avoir un page flow à l'époque. Et puis du batching et une base back office un peu avec un autre modèle d'entité relation orienté plutôt analytics et un peu BI. Et donc votre trafic aidant, on a commencé à changer l'architecture du soft en profondeur, et sachant qu'on est toujours en parallèle run, donc en fait on a les 2 systèmes qui sont opérés aujourd'hui encore. Peut-être dans 1 an, on vous dira qu'il n'y a plus que celle-là qui tourne. En particulier, la pierre angulaire, c'est d'envoyer un maximum de data dans Cassandra. Mais bon, il se trouve que quand on passe d'un modèle entité-relation à un modèle de white column, les plus jeunes sont perdus, les plus vieux coince un petit peu, et on a cherché un peu des solutions. Autant vous dire que il n'y a rien d'automagique. Et voilà un peu tous les polymorphismes en termes de représentation de données qu'on peut avoir. Donc ça part effectivement des formulaires, un modèle métier de Java Bean qui est sur la droite, des nouveaux paradigmes clés-valeurs en JSON, des vecteurs de données quand vous manipulez ça à travers des RDD dans Spark, le modèle de white column, et puis les modèles entité-relation dont on a déjà évoqué. Et la solution en fait sur laquelle on a travaillé, c'est d'organiser la gouvernance de tous ces modèles de données autour d'un modèle de clé. Donc ce modèle de clé, en fait, spontanément, il existait déjà dans nos formulaires, puisque souvenez-vous, les posts HTTP avec des formulaires du web 1.0. En tout cas, même dans une appli riche, vous avez des clés qui traînent un peu sur tous les champs. Et ça, on l'a leveragé comme outil de gouvernance sur tout notre produit. Alors, on va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble et comment on peut outiller un modèle avec des clés et tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Donc là, pour notre petite démo, on a un sample modèle qui est notre modèle métier de test qui contient un account et un user. Et là, Mathieu, en fait, il va tout simplement essayer de vous setter l'email sur l'account. Jusque-là, vous êtes en train de faire votre première leçon de Java d'école. Et on va vous faire un print-out, parce que c'est quand même le meilleur moyen de vérifier tout ça. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Courage, Mathieu. Tu viens de louper la première étape. Hein.
Allez, c'est un vrai live code. Ouais, donc non, les erreurs n'étaient pas prévues. Et donc là, après, on va essayer de le lire en clé-valeur. Donc pour ça, tout simplement, on va utiliser une classe qui s'appelle le modèle wrapper. Donc le modèle wrapper, en fait, c'est une classe qui est générée statiquement lors de la compilation du modèle métier original, et qui vous fournit un API getSet, donc l'API clé-valeur, au-dessus de votre modèle métier structuré. Donc d'un côté, vous avez les clés qui sont portées par une enum, en l'occurrence qui contient la clé email. Et puis, là, magique, en fait, vous avez bien, effectivement, toujours la même valeur qui a été lue, mais à travers l'API clé-valeur. Donc là, on peut commencer à manipuler le modèle. On peut également utiliser l'API set. Donc là, alors celui-là, il a fait un petit peu dans mon email. Voilà. Si vous voulez m'écrire, c'est nos 2 vrais emails. N'hésitez pas. Et voilà. Et donc là, sur notre modèle métier, on peut le relire en plain old Java également. Enfin voilà, tout ça. On a les 2 représentations qui cohabitent en parallèle. On peut simultanément utiliser les 2 API. Donc je vous propose maintenant d'essayer d'aller un petit peu plus loin avec cette API, et en particulier de commencer à manipuler les streams, puisque c'est un peu le titre du talk. Donc, tiens d'ailleurs, qui est en Java 8 ou qui ne l'est pas ici dans la salle? Qui ne l'est pas? Tout le monde est en Java 8, tout le monde fait des streams Java 8? Voilà, allez, bienvenue pour la suite. Alors là, justement, on va pas vraiment faire des streams tout de suite, on va utiliser l'API iterable. En fait, le project wrapper, il vous propose de prendre un itérateur sur les clés, donc il implémente iterable. Donc on peut parcourir comme ça, en une ligne, tout le contenu du modèle. Et là, c'est vachement cool, vous voyez, en fait, on a introspecté tout notre modèle et on voit la liste de tous les champs qui sont contenus dans notre modèle, simplement en prenant l'itérateur dessus. Et on va y aller, on va faire du stream. Donc là, pour la suite, je vous propose tout simplement de faire une deep copy dans une map. Donc on prend le stream et on va collecter avec le collector toMap. Mais là, pour le coup, on va devoir lui définir qu'est-ce qu'est la clé et qu'est-ce qui est la valeur. Hop. Voilà. Une petite variable. Et on va tout simplement faire un sysout dessus. Et vous allez, je pense que vous avez tous fait une fois un sysout sur une map. Et vous allez voir exactement les mêmes data, mais cette fois plus en colonne, mais sur une seule ligne. On retrouve. Donc on vient de faire une copie de tout notre modèle métier dans une map. Et histoire de faire une deep copy, en fait, on va prendre la map et puis on va en recréer une autre instance. Donc on s'est fait une copie intégrale du modèle métier, on le prend, on le met dans une map, on reprend la map et on refait un autre modèle métier. On va faire le même sysout de tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas vu exactement comment c'était instancié. Là, tout à l'heure, on va vous montrer quand même le contenu de la méthode wrapper. Si je peux vous montrer ça à l'écran, parce que j'ai sauté une étape. En fait, le modèle cette méthode, c'est juste une espèce de factory qui vous instancie un petit modèle. Vous voyez ce que je vous disais, le user, le account. Il y a des petites collections. Enfin, c'est un modèle objet Java classique. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un breakpoint, on va passer le truc au debugger. Alors, on va mettre un breakpoint dans la classe, dans l'accesseur d'email, je crois. Ouais, il est déjà là. Normalement, il doit déjà y être, si je ne me trompe pas. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la pile d'appels, par où on est passé. Alors voilà où ça a breaké. L'appel, en fait, on se retrouve à l'intérieur du modèle wrapper sur 2 lambda, un consumer et un supplier. En l'occurrence, là, c'est le supplier puisqu'on est en train de faire un get. Et ça, c'est du code qui a été généré. Ce qu'on voit, c'est plus ou moins le code null safe que vous auriez écrit à la main si vous aviez voulu faire un accesseur profond.
Et si on remonte d'un cran dans la stack, on voit qu'en fait, on passe par la méthode getValue juste avant. Hop, là, ils sont... Ouais, je pense que c'est celle-là. Encore un cran au-dessus, peut-être. Bon. Hop, hop. GetValue, c'est ça. Donc, il a trouvé, en fait, la méthode get du project wrapper, et c'est un grand switch case. Tu peux remonter tout en haut de la... Ah, pardon. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est un grand switch case, et il va juste trouver la bonne lambda à appeler en fonction de la clé. Donc, au final, si vous voulez, on a vraiment un code qui est statique, puisqu'il a été code généré, et qui a des performances, il n'y a aucune introspection, c'est un code qui va passer au JIT, qui va utiliser les optimisations de la JVM, et donc quelque part qui est fait pour pouvoir supporter de la perf et de la charge sans problème, même si vous avez des usages très intensifs. Et l'objet, le wrapper lui-même, en fait c'est juste une petite enveloppe qui va contenir juste des définitions de lambda et un pointeur sur le modèle pour exécuter ces lambdas. Alors, on va utiliser un petit peu d'API de filtering. En fait, à quoi sert le filtering? C'est tout simple. Quand vous avez un account et un user, suivant vos utilisations de votre modèle objet, vous allez avoir envie d'en utiliser des petits morceaux. Donc, on a défini sur chaque clé un truc qui s'appelle hashtag, qui permet juste de définir un nombre infini de tags et qui a juste pour but d'utiliser le filtering dans les streams. Donc là, vous voyez, en fait, sur le contenu des clés, les clés de l'account, en l'occurrence, c'était le first name, last name, birth date. On a entre guillemets anonymisé les données puisque toutes ces infos elles sont passées à nul simplement avec un filtering. Et on peut faire l'inverse. Et pour l'inverse, si on a envie, donc là on a extrait, on a cette fois uniquement le full name, first name, last name. Allez. Bon, alors maintenant je vous propose d'aller un petit peu plus loin, et pour revenir un peu au schéma d'architecture, en utilisant ça, en fait on peut très facilement donc mettre à plat notre modèle et donc quelque part en fait glisser le contenu du modèle dans un white column. Et au final, c'était une partie de l'exercice qui nous intéressait particulièrement. Alors, Cassandra vient avec un truc qui s'appelle Influent API qui permet d'écrire des queries. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par tout simplement créer le schéma de ce modèle pour Cassandra. Alors, ça s'appelle, on parle du Fluent API du Schema Builder. Et on va donc créer une table avec une clustering column et une clé de sharding qui va s'appeler snapshot ID, comme c'est usuel de sharder sur le temps. Et après pour ça, en fait, on va tout simplement parcourir toutes les colonnes qui sont contenues dans le modèle. Et on va utiliser un autre mécanisme qui est une classe compagnon qui s'appelle le fil d'info. Alors le fil d'info, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait à faire correspondre le type Java à une clé particulière. Donc on a cette capacité à runtime de savoir quel est le target type de chaque clé dans le modèle objet. Et donc ça, on va l'utiliser et on a une petite méthode juste en dessous que vous ne voyez peut-être pas à l'écran, qui fait la correspondance entre les types Cassandra, donc les types SQL, et les types Java. Donc c'est assez basique et c'est probablement pas complet en fonction de ce dont vous avez besoin comme type. Sachant qu'il y a des UDT dans Cassandra par exemple, donc vous pouvez faire des choses assez smart derrière. Et donc, tout simplement, là, ah oui, alors j'oubliais, là, vu qu'on est un petit peu, qu'on voulait être un peu pro, donc là, on a mis en plus quelques contraintes sur l'order du clustering. Donc en l'occurrence, on veut que ça soit trié, que le storage soit trié par le login. Il y a une petite subtilité, mais ça c'est juste de la syntaxe du schema builder, à savoir que le login, vu qu'il c'est une clustering colonne, après vous pouvez pas l'ajouter dans les colonnes, sinon le Fluent API de Cassandra il va vous envoyer une exception. Et puis voilà.
On est... bah vous voyez, on vient comme ça, avec 3 lignes de code, ouais, je crois qu'on est vraiment sur 3 lignes de code, de se faire un schéma complètement agnostique de la topologie du modèle, qui fait un storage complet d'un modèle structuré dans Cassandra. Voilà. Bon. Alors pour être complet, ben, on va aussi écrire la requête d'insert, qui pour le coup est encore plus simple. La requête d'insert, comme vous l'imaginez, c'est juste prendre un stream sur le modèle et puis insérer les valeurs à la queue leu. Donc là, c'est plus le schema builder, mais le query builder qu'on va utiliser. Et donc là, il s'agit juste... Alors, ah, tu le fais avec un for each, ouais. Voilà. Et j'ai la fonction qui est déjà prête. Et là, rebelote, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer un codec, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais en fait, comme on utilise du Time API, du Java Time API Java 8, et comme le driver Cassandra, en fait, il supporte encore Java 7, vous êtes obligé d'enregistrer des codecs particuliers pour avoir le Time API. Et voilà, et on vient de se faire la requête d'insert. Rebelote, en un clin d'œil. Bah, je pense que... Merci. Merci. Alors, bon. on a un petit problème de nommage, parce qu'en fait, si aujourd'hui le projet il est hosté sur le GitHub des Furets, il s'appelle Model Map, mais par contre, si vous cherchez Model Map dans Google, vous ne trouverez jamais. Donc, si vous avez des propositions, ne cherchez pas Obi-Wan Kenobi Framework, il n'existe pas. En tout cas, on n'a pas de nom pour le projet qui soit... voilà, rebelote. Sur le GitHub des Furets, donc il y avait juste à côté, vous avez GitOctopus qui a été présenté précédemment par Alex. Ça se build en 20 secondes, c'est tout petit, vous avez tout le code sample et des présentations, y compris celles qu'on a données aujourd'hui, qui sont hostées sur le GitHub. Pour le coup, ça tourne forcément en Java 8. Si vous n'utilisez pas Java 8, c'est un problème. Et merci. Merci, et désolé pour le petit démarrage. Merci. A-t-on des questions? Personne? Personne veut gagner un... Ah, devant. J'ai un client. En termes de typing, les types sont propagés, c'est-à-dire que le nom qui était un string reste un string, on propage bien le type partout, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous n'avez jamais de problème si on a des structures, par exemple, avec des maps qui peuvent contenir des choses. Comment est-ce que vous choisissez le bon wrapper, en fait? Donc le wrapper, on est bien d'accord, c'est du code c'est du code généré. Donc après, les clés elles sont forcément portées par des attributs qui sont de préférence des types primitifs, même si techniquement, ça commence à devenir très joueur de prendre des itérateurs avec des objets structurés derrière, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande. À l'usage, si vous faites que la partie read, vous pouvez vous amuser à poser des clés sur des objets structurés, ça va marcher. Par contre, sur la partie set, et en particulier dès qu'on prend des streams, faut s'attendre à ce que le comportement il se dégrade assez vite, quoi. Techniquement, comme je disais, le machin est conceptuellement hyper simple, hein. C'est juste, on pose des clés sur des champs dans un modèle structuré, on donne le point d'entrée du modèle structuré, et après lui il génère une classe wrapper qui supporte tout le set de clés qu'il a introspecté en dessous. On peut avoir des objets complexes, nous en tout cas c'est pas comme ça qu'on l'utilise.
En l'occurrence, si vous voulez vous amuser à faire de la persistance dans Cassandra, vous voyez, si vous avez des types primitifs, spontanément, on imagine bien que ça va marcher. Et nous, au niveau des usages chez les furets, en fait, il y a disons, plusieurs cas où ça a complètement, on a changé de degré de magnitude sur notre manière de coder. Donc il y a l'endroit où on l'utilise énormément, c'est sur la sérialisation entre nos formulaires, enfin la single app, qui elle utilise plus qu'un modèle clé-valeur, et après ça envoie le modèle clé-valeur sur le serveur, et le modèle métier il est créé uniquement côté serveur, donc il n'y a plus de code, il n'y a plus de modèle métier client-side. L'autre endroit où ça a des effets magiques, c'est comme on l'imagine sur tous les cas d'ETL ou d'extraction de données par batch qu'on peut avoir pour faire de la BI et ce genre de choses. Spontanément, en fait, on peut faire un peu de filtering et extraire des subsets de données. Et en fait, le code devient extrêmement compact puisqu'il est complètement agnostique au modèle métier. L'endroit où on a fait des sauts quantiques dans la manière de coder, c'est sur tout le testing. Parce qu'en fait, si vous avez besoin d'injecter de faire un test sur une valeur qui est un peu profonde dans votre métier, bon certes vous avez les deep stubs de Mockito qui peuvent vraiment vous aider pour stubber un modèle métier très arborescent. Mais là pour le coup en fait, il y a plein de frameworks qui sont assez handicapés pour utiliser des modèles stubbés. Et là, pour le coup, en fait, avec la même capacité d'écriture qu'un deep stub Mockito, vous avez le vrai modèle métier structuré derrière. Merci. Y a-t-il une autre question? Ok, donc je suppose que ça fait de toi le gagnant du livre. Nous allons maintenant déjà vous remercier.